Et oui, nous sommes le 6 février 2025. Rassurez-vous, vous ne vous trompez surtout pas. Et ça avance très vite, le temps bien sûr. C'est pour cela, chers amis téléspectateurs, qu'il ne faut en perdre aucune miette pour faire des choses futiles. C'est une valeur irremplaçable qui n'a pas de prix dans nos vies. Alors mettez votre temps à profit pour faire des choses qui vous font tout simplement avancer. Notre précieux temps par ici nous est très cher. C'est pour ça d'ailleurs que nous vous l'accordons. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Rachida, bien maman, comment allez-vous ce matin? Comment ça va ce matin? Je vais très bien, je me porte comme un charme, on va dire. Vous aussi? Allez, à vous aussi, nous disons bonjour et nous souhaitons une très bonne journée en compagnie de 5 sur 7 matin. Vous le savez, c'est votre programme d'actualité des lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi. Et tout de suite, découvrons ensemble le menu. Vous le savez, tous les jeudis, nous allons à la découverte des nouvelles technologies. Vous le savez, dans cet univers, ça bouge, ça va très vite et ça avance. Et donc, les nouvelles technologies de 2025, nous allons découvrir ensemble la télé futuriste de 2025. C'est une télé qui fait rêver, qui coûte énormément cher, mais c'est une télé qui est d'actualité. 77 pouces, une télé LG. Nous allons découvrir de quoi tout cela retourne dans un moment sur votre matinale préférée 5 sur 7 matin avec des images incroyables. Parlant de nouvelles technologies, ce matin, nous allons aussi découvrir la cuillère salée. Qu'est-ce que c'est? Si vous voulez en savoir un peu plus, restez avec nous, chers amis téléspectateurs. Et pour ceux qui aiment faire les rangements également, désormais, vous avez la possibilité d'avoir, on va dire, voilà, c'est ce que vous découvrez à la télé, un appareil qui vous permet de faire les rangements aussi facilement que ça. Regardez, c'est très beau, c'est ingénieux et ça facilite tout simplement la vie. On en parle dans un moment sur 5 sur 7 matin et évidemment, vous le savez, tous les jours, il y a le débat et aujourd'hui, nous allons parler de l'addiction au jeu. L'addiction au jeu, c'est de plus en plus courant chez les jeunes, n'est-ce pas, qu'ils parient très souvent en ligne. Est-ce que c'est dangereux? On va en parler avec mes invités ce matin. Vous avez bien entendu la possibilité d'interagir avec nous en répondant à la question du jour qui est la suivante. Que pensez-vous de l'addiction des jeunes aux paris sportifs? C'est la question du jour. Que pensez-vous de l'addiction des jeunes aux paris sportifs? On compte sur vous pour envahir notre messagerie Facebook, WhatsApp et également Twitter. Jennifer Sativi, l'heure est venue pour nous de découvrir l'actualité nationale à travers le bulletin d'information. On y va. Et voilà Rachida, on ouvre par cette actualité liée au Conseil des ministres. C'était hier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Nous ouvrons par la réplique du porte-parole du gouvernement au président de l'ancien parti PRD, Maître Adrien Humbedji, avait, il y a quelques jours, fustigé la gouvernance en cours, évoquant des lois liberticides. Wilfried Léandre Humbedji répond ceci. Il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. On l'écoute. Je me disais bien qu'il y en aurait au moins un de futé parmi vous pour demander à un Humbedji d'apprécier les propos d'un autre Humbedji, qui plus est sont grands. Mais vous êtes choqués par la teneur des propos tenus par le président Humbedji, et je vous l'accorde. Mais je comprendrais aussi que vous ne le jugiez pas exclusivement sur ses propos, parce qu'il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. C'est lui qui, parmi les tout premiers, au sein de la classe politique béninoise, avait fait le diagnostic et osé publiquement affirmer la nécessité de faire des réformes d'envergure, notamment au plan de la vie partisane, donc la réforme du système partisan dans notre pays. C'est encore lui qui avait fait le constat de ce que le Bénin que le président Patrice Talon a hérité était un Bénin, pour reprendre à peu près ses mots, fragmenté, descendu de son piédestal, pour lequel il fallait un État fort afin d'engager les réformes et les actions nécessaires à sa réhabilitation. C'est lui, par ailleurs,
qui avait indiqué déjà que la situation dans laquelle se trouvait ce Bénin-là nécessitait des réformes audacieuses, des réformes qu'il fallait avoir le courage d'hommes d'État d'engager afin donc de le redresser. Après, il est vrai que, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Mais ça n'est pas parce que seraient apparues des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance, de leur vertu. Vous avez été choqués à juste titre parce que, au regard de l'ampleur de la transformation positive que connaît notre pays aujourd'hui, on peut s'interroger sur le timing, sur les objectifs d'une telle réaction. J'ai dit, je vous accorde d'être choqués. Dans tous les cas, c'est que cela rassure les uns et les autres que le pays est une belle démocratie qui fonctionne. Et que même quand on est de la mouvance, on peut à un moment ou à un autre dire ce que l'on pense. Après, il faut bien que cela soit bien justifié et tienne dans le contexte. Visiter un barrage providentiel à l'éternel problème d'accès à l'eau potable de certaines contrées des collines. Le barrage Lifo, en cours de construction d'une capacité de 12 millions de mètres cubes. William Tchoki et Jean Nobimé ont passé une journée aux côtés des techniciens. Voici leur reportage. Des coups de pioche incessants sur ces masses de granit. Des machines vrombissent pour dynamiter la couche rocheuse à fleur le sol et à des dizaines de mètres de profondeur. Un travail titanesque pour un gigantesque barrage, l'un des plus grands de la sous-région, le barrage Lifo. 12 millions de mètres cubes sa capacité. Pour voir de près l'immensité de la tâche, nous survolons le site, une vaste carrière conduite de main de maître par l'expertise chinoise. Un ouvrage érigé sur un des bras du plus grand fleuve du Bénin, l'Ouémé. On a déjà acheté les équipements de la station de traitement. Mais pour faire fonctionner ces équipements, on a retenu, installé, sinon construit cette retenue provisoire. Il vient pour régler définitivement la question d'eau potable dans les 6 communes du département des Collines. Nous avons un barrage en cours de construction d'une capacité de 12 millions de mètres cubes qui va non seulement desservir les villes de Savè, Tassa et Glazoué, mais au-delà, par exemple Savalou, sur lequel nous avons initié un nouveau projet et nous allons prendre l'eau à partir de Glazoué et poser des conduites avec des ouvrages de reprise de l'eau jusqu'à alimenter les populations de Savalou. Le barrage Lifo bénéficie des mêmes équipements ultra-modernes de gestion d'eau que celui d'Ayedjoko. Ici, la station de pompage avec tout l'arsenal de traitement de liquide précieux. Le barrage de Lifo à Glazoué, là, la quantité d'eau serait plus. C'est dire que cette réalisation pour les collines, en général, pas la ville de Savè et Glazoué, je suis certain que pendant longtemps encore, je dis bien et je le répète, ce que j'ai vu avec l'expérience acquise dans ce domaine, on aura au moins 25 à 50 ans pour couvrir nos besoins en eau dans les collines. 2 barrages, 2 gros ouvrages de fourniture d'eau potable pour toutes les collines et même au-delà. 14 millions de mètres cubes d'eau. La zone de socle, plus qu'arrosée, elle est inondée d'eau potable et pour longtemps encore.
Le barrage LIFO, solution donc pour abreuver d'eau potable des citoyens hier dépourvus, mais solution pour l'agriculture. L'autre solution cruciale après la maîtrise de l'eau, c'est le financement. Elle est offerte à travers le FNDA, Fonds national pour le développement agricole. Des acteurs du monde agropastoral s'en frottent les mains. Voici les échos. Nourrir convenablement la population béninoise et assurer la sécurité alimentaire sont des priorités dans la vision du gouvernement du Bénin en ce qui concerne la politique agricole. Ce gouvernement a donc décidé d'augmenter la production autant végétale qu'animale. Pour y arriver, il met en place des instruments de financement agricole. L'un de ces instruments, l'un des plus utilisés, c'est le FNDA, le Fonds national de développement agricole. Ce fonds, le FNDA, a apporté du financement aux producteurs qui l'ont demandé sur tout le territoire national. De 2020 à 2022, grosso modo, c'est à peu près 11 milliards. Pour l'année 2023 seulement, c'est à peu près 61 milliards qui ont été facilités par le FNDA, avec à peu près, bien sûr, plus de 8000 bénéficiaires. Pour le seul mois de janvier, on a déjà facilité à peu près 4 milliards 5. Le FNDA est là pour impacter, pour aider les producteurs agricoles, que ce soit les grands producteurs ou les petits producteurs. Les témoignages sont nombreux et viennent des bénéficiaires eux-mêmes. Grâce à FNDA, nous avons bénéficié d'un crédit bonifié. Ça nous a beaucoup aidé. Nous avons augmenté notre production. C'est vraiment une subvention de plus de 30 millions. Il nous a aidé à travers l'octroi d'un prêt en 2020 et ce prêt a été renouvelé en 2022. Ces différents prêts nous ont beaucoup aidés parce que nous avons multiplié par 3 le volume de nos activités. Ainsi, du nord au sud, des producteurs ont bénéficié de facilités financières pour développer leurs activités de production. C'est comme un prêt. C'est un prêt dont l'État a partagé l'intérêt avec nous. Ils ont validé le dossier à hauteur de 20 millions. Comme je travaille le bois, j'ai eu l'idée d'en planter aussi. J'ai pensé à une orangerie. J'en ai fait plus de 11 hectares. Ou 11 hectares. À Rontopa, ici en saison sèche, les arbres s'assèchent par manque d'eau. J'ai donc sollicité le FNDA pour faire des travaux d'irrigation. Ils m'ont accordé 12 500 000 francs. 12 500 000. FNDA soulage. Ça soulage fortement. J'ai même envoyé mes enfants à lycée agricole déjà pour prendre la relève demain. Et ils vont faire mieux que moi. La méthode s'est révélée efficace puisque la production a sensiblement augmenté et les producteurs s'en réjouissent vu que les affaires marchent. Martinet, chargé à la vice-présidence, le représentant résident de la CEDEAO au Bénin a été reçu par la deuxième personnalité du pays. Amado Diong nous livre ici ses impressions à l'issue de leurs échanges. Il est au micro de Génial Afouda Monsiagboka et Edmond Hongbo. Je tenais à lui présenter mes vœux de bonnes et heureuses années. J'ai reçu ses vœux à elle avec beaucoup de fraternité. J'ai reçu son message de vœux et donc je voulais de vive voix lui présenter les miens et aussi échanger avec elle sur un peu ce qui est notre mandat ici au Bénin et l'état de notre CEDEAO, de notre maison commune qui traverse, vous le savez tous, donc un certain nombre de turbulences que nous considérons, et bien sûr elle m'en a rassuré, comme des moments difficiles, mais des moments qu'on peut traverser rapidement. Je tenais aussi à lui dire toute la reconnaissance de la CEDEAO pour les sacrifices que le Bénin a fait en ces moments difficiles de notre histoire commune. Et le Bénin a fait sa part de sacrifice dans cette épreuve. Et nous savons qu'à terme, il n'y a pas d'alternative à l'intégration. Et c'est ce que le Bénin a compris. Bien sûr, je ne peux pas manquer de saluer les progrès enregistrés dans ce pays. Pour quelqu'un qui parcourt l'Afrique depuis tant d'années, je sais que oui, du chemin a été parcouru. Et l'une des choses que je note au Bénin, c'est que les Béninois se disent que rien n'est plus impossible pour eux. Et ça, c'est une marque importante des grands peuples. Merci. Merci.
La vice-présidence a aussi reçu le président de l'autorité de protection des données personnelles. À la sortie de cette rencontre, Luciano Ronkbounou nous fait ici le point des sujets abordés pendant leur tête-à-tête. On retrouve Génial, Afouda Mosiagboka et Edmond Hongbo. Nous avons voulu la rencontrer en sa qualité de vice-président de la République, mais également en sa qualité de grande chancelière de la République. Les sujets qui ont été abordés étaient de deux ordres. Le premier ordre, c'est que nous avons expliqué quel était le mandat de notre autorité et surtout l'importance de la protection des données personnelles dans notre pays. Nous avons demandé l'appui de la vice-présidente pour nous aider à accomplir cette mission qui est éminemment importante aujourd'hui dans un contexte où le numérique est au cœur de tout ce que nous faisons au quotidien. Elle nous a assuré évidemment de sa disponibilité à nous accompagner dans ce sens et nous a donné beaucoup de conseils et également nous a expliqué qu'elle comprend l'importance de la protection des données personnelles et va œuvrer aux côtés de la PDP pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Deuxième ordre, c'était parler encore de la visibilité de la PDP, mais par rapport à la grande chancellerie, la PDP n'a jamais été décorée. Pourtant, la PDP existe depuis 2009 sous le nom de la CNIL, mais en 2017, avec la loi, on est devenu APDP, Autorité de protection des données personnelles. Elle nous a donc expliqué les conditions dans lesquelles les décorations sont faites pour les institutions, nous a beaucoup conseillé et a demandé de prendre en compte cette institution importante de la République pour nous permettre aussi de candidater et de voir les conditions, si on les remplit, pour permettre aux agents de la PDP d'être également décorés. Voilà. L'ambassadeur d'Allemagne au Bénin a été reçu en audience hier mercredi par le président de la HAC, une visite de courtoisie, mais aussi pour échanger sur la coopération entre le Bénin et la République fédérale d'Allemagne, notamment dans le secteur des médias. Je vous propose de suivre l'ambassadeur au micro de Jules Akweikou et Ariane Da Silva. Je suis au Bénin depuis août 2023. Et je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer le président de la HAC, donc je me suis dit il est grand temps de le voir. Comme notre ambassade a beaucoup à faire avec des journalistes, des médias en général, j'ai insisté de voir l'institution régulatrice des médias. Donc on a constaté qu'il y avait pas mal de coopération entre le Bénin et l'Allemagne dans le passé. Et bon, j'espère qu'on pourra continuer cette coopération. Pour la presse, pour les médias béninois, il y a quand même une année très intéressante qui s'annonce avec les élections l'année prochaine. Et donc, nous, on avait déjà des projets avec des journalistes dans le domaine de la désinformation. Et on va voir ce qu'on peut faire. Audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication toujours. Le président de l'institution a reçu hier mercredi une autre délégation, cette fois-ci celle de l'Association des animateurs et présentateurs du Bénin, APDP. Une démarche pour présenter l'association au président de la HAC, mais pas seulement. On suit le président de l'association, Ulysse Elliott Djodji, sur des propos recueillis par Ariane Da Silva et Jules Akweikou. C'est une démarche également de disposition à coopérer avec l'institution parce que nous avons remarqué que les animateurs, présentateurs dans les médias, que ce soit radio, télévision ou même dans le live, sont peu associés au fonctionnement de la HAC, aux formations, aux sensibilisations. Nous sommes venus donc informer le président de l'existence de l'association et notre disponibilité à coopérer avec l'institution. Nous avons été très bien reçus par le président qui a aimé la démarche et a promis vraiment nous accompagner dans nos actions futures, notamment les formations, les sensibilisations un peu partout sur le territoire national parce que c'est une association à caractère national qui a plus de 200 membres. Donc nous sommes engagés sur un sentier de régulation, de sensibilisation et surtout de formation des acteurs du secteur de l'animation et de la présentation au Bénin.
Autre invité de marque à la HAC, justement le maire de la commune de Soava, à la tête d'une délégation qui a été également reçue en audience. Au menu, visite de courtoisie et formulation de vœux pour la nouvelle année. Les deux parties ont aussi évoqué certains sujets relatifs au développement de la commune. Vous savez que la commune de Soava, c'est une commune lacustre et nous avons vraiment besoin de communiquer autour des différents projets de développement que le chef de l'État est en train de mener dans la commune de Soava, surtout le projet Gambier réinventé, qui est à sa phase active aujourd'hui. Nous avons parlé de tous ces projets et bien sûr d'autres projets pour le développement communicationnel de la commune de Soava en particulier et du Bénin en général. Le président a reçu quand même nos doléances et a promis nous accompagner dans ce sens pour que Soava soit vraiment couvert sur le plan communicationnel. C'est tout pour le bulletin d'information ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci Jennifer Sachivi, bon matin à vous. On va se retrouver demain toujours sur 5-7 matin qui se poursuit. Amis téléspectateurs, on vous souhaite aussi bien évidemment de passer une excellente matinée en compagnie de toute l'équipe de 5-7 matin qui est au taquet ce matin pour vous servir le meilleur. Évidemment, vous avez à la réalisation Timothée Ronton, à la prise de son le grand Bruno Roteco. Évidemment, à la caméra, nous avons Benjamin Denayon et on n'oublie pas, bien entendu, William Adeagbo qui est, on va dire, à l'exploitation. Et merci également à Stan Tonakwa, l'infographe du jour. Voilà toute l'équipe au complet ce matin. L'heure du français, c'est dans un moment avec le duo Patrick Diossou et Jean Fandé. Mais avant l'heure du français, il y a l'escale obligatoire de la revue des titres. On y va. Alors, l'information qui fait l'actualité de nos différents journaux, c'est bien entendu cette sortie de Adrien Rungbeji. Tous les journaux ont pratiquement relayé cette information. Allez, on découvre très rapidement quelques-unes de nos quotidiens. On démarre par le Béninois Libéré qui affiche en manchette « Attaque de Rungbeji et bien grande conspiration » contre le système partisan. Voici les têtes pensantes de l'attentat, tout sur le mode opératoire de la conspiration. C'est en manchette donc de votre quotidien d'information, le Béninois Libéré, que nous allons découvrir là tout de suite. Si tout va bien, on continue toujours notre quête des unes et cette fois-ci, on retrouve le coopérant qui affiche donc en manchette animation de la vie politique Adrien Rungbeji, colère légitime ou opportuniste, c'est la grosse interrogation en manchette du quotidien. Le coopérant qui ne manque pas de s'intéresser au recrutement de 341 agents au profit du ministère de la Santé. Pas de rejet des dossiers de candidats détenteurs de diplômes obtenus à l'étranger, informe le coopérant. Du côté de l'emblème du jour, c'est la réaction du gouvernement qui intéresse nos confrères. Appel au dialogue, à la libération des prisonniers et exilés politiques par Rungbeji. Eh bien, le gouvernement réagit enfin. C'est à lire en manchette de l'emblème du jour. Et puis, nommé directeur général de la police républicaine, qui est Brice Aloano? C'est la grosse interrogation également en une de l'emblème du jour. Voyons voir maintenant du côté des 4 vérités après Rungbeji, l'art du jeu politique, c'est à lire à la page 10, entre revirement et calcul stratégique. Les 4 vérités toujours. Talon nomme un nouveau directeur général à la police républicaine. Eh bien, qui est Brice Kokou Aloano, le nouveau directeur général de la police républicaine? Matin libre à présent, eh bien, Rungbeji critiqué, Boko en prison, Adabi out, la mouvance présidentielle fragilisée. C'est en manchette de matin
Libre, qui aussi s'intéresse à cette actualité de la nomination d'un nouveau directeur général à la police nationale. Soumaïla Yaya s'en va, Brice Aloanou s'installe. Et on quitte Matin Libre pour cette fois-ci retrouver le matinal, eh bien, vol de vivres dans les cantines scolaires au Bénin, le coup d'arrêt décisif de l'ANA et de la police républicaine. Examen des recours relatifs à l'éligibilité du président Talon en 2026, eh bien, jour de vérité à la Cour constitutionnelle, nous apprend le matinal. Un coup d'œil du côté de Dabarou. Et nous voyons cette actualité pour répondre à la soif de connaissance des abonnés du CAEB à Natitengo. La Fondation Vallée inaugure une nouvelle bibliothèque R+2. L'événement précis maintenant, récente déclaration de Maître Adrien Ongbeji, une preuve que le Bénin est une belle démocratie qui fonctionne, informe l'événement du précis. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Et oui, nous sommes en démocratie. Libération à présent, construction du nouveau port de pêche de Cotonou vers l'indemnisation des personnes affectées par le projet. Et on termine avec le quotidien d'information L'Économiste qui s'intéresse au secteur bancaire béninois. Jean-Jacques Golou est le président de l'APFEB Bénin. Priorité à l'excellence et à l'innovation. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. L'heure du français, c'est dans un moment. Une parenthèse publicitaire, on se retrouve juste après. C'est l'heure pour nous d'aller à la découverte des éléments, n'est-ce pas, de l'heure du français de ce jour. De quoi on parle? Vous êtes habitués à cette rubrique et donc évidemment, vous le savez qu'à l'ordre du jour, il y a de nouveaux mots à découvrir, de nouvelles expressions, de nouvelles pensées et puis bien entendu cette chaleur et cette convivialité qui caractérise les deux chroniqueurs de l'heure du français. Bonjour Jean Fondé, bonjour Patrick Diossou. Bonjour Rachidette. Alors, vous allez bien, chers amis? Très bien. Les deux gaillards, comme j'aime bien. On se porte comme un charme. Comme un charme, n'est-ce pas? Oui, voilà. C'est le cas de le dire. Ouais. On se porte comme un charme. D'accord. Allez, comme un charme ce matin. Jean Fondé, qu'est-ce que vous avez concocté pour nous ce matin? Les ingrédients pour la sauce de ce matin sont composés. Il y a de la tomate. Oui, de la tomate intellectuelle. De la tomate intellectuelle. Exactement. Et qu'on peut appeler Patrick. Donc, il y a le terme charmant. Oui, justement, en parlant de charme. On se porte comme un charme. Et donc, on est charmant. Ah oui, voilà. Je suis charmante et vous êtes charmant. Merci. Merci. Voilà. Entre charmant et charmeur, la différence. Donc, on va voir la différence entre les deux adjectifs. Et on va voir la différence entre l'adjectif séduisant et l'adjectif séducteur, les deux qui peuvent être des noms aussi. Et voilà, Monsieur Fandé, charme, le charme. Vous l'avez donc compris, comme cela s'affiche sur votre petit écran. Les mots du jour, c'est bien entendu charmant, charmeur, séduisant et séducteur. Allez, à vous, Monsieur Fandé. Oui, merci. Rebonjour, amis téléspectateurs. J'aurais bien voulu pouvoir vous charmer ce matin, mais je n'ai peu rien. Je vais simplement tenter de vous expliquer, de vous donner ma perception de ces termes-là. On ne peut pas parler de charmant sans partir du terme charme et du verbe charmer. Alors le terme charme, ça vient du latin, mon latin n'est pas encore très vivace, du latin carmen. Du latin carmen qui désigne ce que l'anglais appelle charme. Et charme, ça veut dire gris-gris, ensorcellement. D'accord. Et c'est pourquoi quand l'anglais parle de charming lady, ça veut dire que c'est une dame envoûtante, ensorcelante, fourvoyante, tuante. Tuante, carrément. Entre griffes. Alors donc, quand on parle de charme, ça veut dire qui est agréable à regarder, mais de façon
inattendus, sans forcément être joli, sans forcément être beau, parce que la notion de joliesse et de beauté sont également d'autres notions que nous allons, sur lesquelles nous allons revenir un peu plus tard. Mais lorsqu'on parle de charmant, c'est une personne ou quelque chose qui exerce sur vous un attrait, qui est agréable à regarder, qui est agréable pour les sens, à percevoir pour les sens, parce que si c'est de la musique, c'est agréable à écouter. Si c'est un paysage, c'est une personne, c'est agréable à regarder. Si c'est un fauteuil, un mets, c'est agréable à goûter, etc., etc. Donc, le premier sens, c'est un parfum, c'est agréable à sentir. À sentir, voilà qui nous fait ressortir tous les 5 sens. Oui. Et un 6e dont on ne parle pas souvent. Et donc, c'est synonyme de ce qui est vraiment attractif. Oui. Attractif, et généralement on ne sait pas pourquoi. C'est pourquoi je dis c'est à détacher de ce qui est joli et de ce qui est beau. D'accord. Oui, parce que le renard n'a pas dit au corbeau que tu es charmant, que tu es ceci. Il a dit que vous êtes beau, que vous êtes joli. Et l'autre sens, c'est qui est aussi agréable à fréquenter. Oui, c'est... L'autre sens du mot charmant. Oui, toujours le sens du mot charmant. Donc, qui exerce sur vous un attrait dont on n'arrive pas à expliquer. Quand on dit, par exemple, je suis enchanté de votre visite, on peut dire, votre visite m'a charmé. Ça veut dire, je suis resté médusé. Je suis resté comme une statue ou bien... Pantois. Oui, mais pantois, très bien, merci pour le mot. Statifié, pétrifié. Et donc, c'est ce que cela signifie. Et ça renvoie aussi à la notion de délicieux. Non, lorsqu'on parle de charmeur, nous avons dit que quand on parle de charme, charmant, ça veut dire qu'il exerce sur vous un attrait inexplicable. Un charmeur, le charmeur peut être actif comme passif. C'est-à-dire il est actif lorsque lui-même il décide de faire en sorte que vous ayez l'impression ou la certitude de recevoir une décharge. Quand vous rencontrez ou bien quand vous vivez ce que la personne veut que vous vivez. Il sait qu'il a... Il connaît vos talons d'Achille. Il connaît ce qui peut vous rendre peut-être entre griffes impuissant. Et donc ça c'est un charmeur. Quand on dit c'est un charmeur, ça veut dire que son rôle, le rôle qui se donne, c'est de vous mettre... de vous faire succomber. Voilà. Tu as la magie des mots. Toi, tu sais faire court. Écoute, j'ai quand même traîné ma bosse. Hein. Elle s'est fait court. Donc, j'ai succombé à bien de charme. N'est-ce pas? Bon, on va revenir sur l'expression traîner la bosse. C'est pas qu'on est tout. Non, pas du tout. Non, écoute. Nos téléspectateurs, ils ont compris. Alors, pour toi, on peut se rappeler de cette chanson. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. J'aime ça. Ah oui. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus le château qui... Non, le refrain. Maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Bon, voilà. Donc, je chante bien là, franchement. Oui, ça se voit, ça se constate. Quand on a un professeur de musique, c'est charmant. C'est charmant. C'est bien charmant de faire les choses comme ça. C'était juste une petite digression. Donc, elle a été surprise à plusieurs reprises, ou bien quelquefois par le charme innocent d'un professeur d'anglais, de maths. Mais comme les professeurs de français ne sont pas souvent très habiles en la matière, et donc il n'y a pas de souci à se faire. Et donc, quand on parle donc de charmeur, c'est ça. Mais là, quand on parle de... Séduisant. Avant d'aller à séduisant, oui. Il y a aussi le charmeur de serpent. Ah oui, tout à fait. Le charmeur de serpent, c'est une personne qui rend inoffensif les serpents par l'utilisation de quelques ingrédients. Chez les hindous, les Indiens de l'Inde, pas nécessairement les hindous, c'est une confession religieuse. Oui. Chez les Indiens en Inde, on utilise pour charmer la flûte. D'accord. Et la flûte enchanteresse. Donc, avec cette flûte,
on charme le serpent et le serpent sort sa tête et commence par danser. Réputé très venimeux. Oui. Ce sont des serpents venimeux qui sont charmés comme ça. Qu'on réduit au silence. Très bien. Souvent des serpents à lunettes, des najas, d'accord, ou des serpents à sonnettes, des cobras. Il y en a un d'ailleurs à Nati Tengu, j'ai oublié son nom, il est assez actif sur les réseaux sociaux. Charmeur. Oui, bien Charmeur sûr. de serpent. Oui, bien sûr. Oui. Très réputé. Hein. J'ai oublié son nom. Ça doit rapporter. Qui se promène avec le serpent. Bah oui, il a même, comment il appelle ça il a un royaume de serpents. Oui. Il vit avec les serpents. Bah oui, c'est vrai. Quelqu'un m'a dit qu'il a pu voyager, mais je ne sais pas comment il a pu cacher ces serpents pour... Allez, c'était juste une parenthèse. Revenons à nos mots. Oui. Séduisant et séducteur. Non, charmeur et charmeux. Donc, être charmeur est quelque chose d'actif. Oui, tout à fait. Être charmant. Ça peut ne pas être le résultat d'une volonté. Oui, être charmant, c'est naturel. C'est un don. Oui. Ouais. Oui, mais on peut... On peut être charmeur sans s'en rendre compte aussi. Ouais. Oui, parce que si la nature vous a doté... Voilà, si vous voyez chez l'autre ce dont vous avez souvent rêvé, ce qui a souvent été objet de vos dessins, de pensées ou des portraits que vous vous êtes fait dans les rêves et vous tombez sur la personne, vous pouvez trouver que la personne est une personne qui charme. Vous a charmé. Alors, donc, séduisant, quand on parle séducteur. de séduction, là, c'est encore plus élaboré. Séduisant, ça veut dire que vous exercez un attrait, une force plus grande psychologiquement qu'au niveau du charme. C'est vrai qu'on a dit que charme, c'est gris-gris, mais il y a gris-gris plus grand que gris-gris, puisque là, c'est un peu plus travaillé. Pourquoi on le dit? Parce que quand on dit séduisant, ça veut dire que c'est une personne qui a su adopter, prendre sur elle l'option de vous faire tomber dans son escarcelle, de vous faire tomber Il le fait à dessein. Son but, c'est de faire tomber les filles. Oui, de faire tomber les filles. Il n'y a pas que ça, mais pas nécessairement. Il faut rappeler qu'en réalité, la notion de séduction, c'est une notion naturelle à toute l'espèce animale. Vous voyez comment le coq parade. Quand il voit les poules, vous voyez comment le paon parade, vous voyez comment certains animaux sont obligés de faire la brousse, ceci, cela, juste pour attirer vers eux l'autre sexe. Donc ça, c'est le monde de la séduction. Et lorsqu'une personne commence par dire « je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus besoin de m'habiller correctement, je n'ai plus besoin de faire ceci, de bien cuisiner ou de faire ceci », il faut savoir que c'est une personne finie. Parce que l'objectif de la vie, c'est de chercher à séduire son entourage. Quand, par exemple, les techniciens qui sont en train de nous aider à faire cette émission, quand chacun ne se dit pas, il veut faire en sorte que mon passage puisse être un passage agréable, très agréable, attrayant, ça veut dire qu'il a fini. Parce que tout ce que nous faisons, tous les matins, tout le monde se regarde dans le miroir. C'est parce qu'on veut être vraiment très agréable à regarder des autres. Alors quelqu'un qui commence par se dire que l'objectif de sa vie, ce n'est plus de séduire, alors c'est une personne finie. Donc, maintenant, tout le monde ne regarde pas dans le miroir, en parenthèse. Oui, pour ajuster la cravate, pour faire ceci, cela, pratiquement tout le monde. Et maintenant, lorsqu'on parle de séducteur, alors vous voyez, dans des métiers comme l'hôtesse de l'air, dans des situations où on doit passer un concours de beauté, il faut chercher donc à séduire, c'est-à-dire à exercer un très grand attrait sur les autres, en focalisant l'attention sur je dirais, le sens qui sera mis en branle pour évaluer. Quand vous voulez passer un concours de Miss, par exemple, vous ne pouvez plus marcher comme d'habitude. On vous enseigne à marcher d'une certaine façon. Quand vous voulez être hôtesse d'accueil ou hôtesse de l'air, on vous demande d'avoir une posture, d'être agréable à regarder. On exige même des conditions physiques drastiques. Et vous devez respecter tout ça là. Vous devez avoir la façon, une certaine façon, sinon une façon certaine d'aborder les gens pour pouvoir rendre agréable peut-être leur séjour, leur voyage, etc. Donc ça, c'est la séduction. Donc tout comportement qu'on a, ou bien toute attitude qu'on adopte pour pouvoir se faire plus agréable, montrer aux autres qu'on a de plus d'importance et donc qu'on ait une fête visuelle, c'est ça qu'on appelle la séduction. Et c'est ça le séduisant.
Le séducteur maintenant, au sens un peu décalé du terme, c'est celui qui donc cherche à faire des victimes. Hein, c'est un bourreau des cœurs, comme on le dit. D'accord. Oui. Alors, quelle serait donc la petite nuance, en quelques mots rapidement, pour être plus simple, entre un séducteur et un charmeur? Un charmeur, c'est celui qui exerce un pouvoir sur l'autre pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Mais le séducteur, c'est celui qui veut se rendre plus agréable et exercer avec beaucoup de doigté, beaucoup de professionnalisme, de l'attrait sur les autres, parce que au niveau de la séduction, c'est souvent travaillé. D'accord. Et au niveau du charme, ça peut être naturel. Ok. Oui. Ok. Très bien. Ce qui est sûr, je passe un charmant moment avec vous. Merci, merci. Un moment délicieux. C'est charmant de l'entendre dire. Oh là là, que c'est charmant de vous avoir là, comme téléspectateur devant vos petits écrans, que c'est charmant. On vous souhaite de passer dans une charmante journée. Allez. Une charmante journée tellement charmante que ça nous pousse à bien apprendre à manier notre langue. Pour le maniement de la langue, aujourd'hui, vous avez pensé qu'on pourrait parler de la prise de parole. Oui. Et dans cette prise de parole, il y a une expression qui sonne comme un genre de va-t-en-guerre. Nous sommes tous des orateurs. Oui, nous sommes tous des orateurs. Je pense que la prochaine fois, nous allons beaucoup insister sur le fait que nous avons aussi le devoir d'aider les gens à sortir de ce trac, de cette peur de prendre la parole en public. Au fait, ce qu'on ignore, c'est que dès notre naissance, nous sommes des orateurs. Nous sommes des orateurs parce que le bébé qui pleure à tout bout des champs, c'est une façon de communiquer. Il attire l'attention, donc il communique un besoin. Alors ça, là, c'est peut-être exagéré, mais quand on commence par grandir, on commence l'école, on revient à la maison, on a toujours le besoin de raconter ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que c'est un exercice de prise de parole. On n'a pas besoin d'être un professeur, un professionnel, un journaliste, avant d'apprendre à prendre la parole. Donc tous nous sommes des orateurs. Ce qui signifie quoi? Il suffit donc d'étudier le contexte, la circonstance, ce dont on veut parler, l'ordre dans lequel on veut aborder les choses et on réussit correctement. Donc, tous nous sommes nés orateurs, nous sommes nés communicateurs. Donc que tout le monde se le dise, quel que soit le domaine où nous nous trouvons, nous sommes des orateurs. Et nous avons donc le devoir de réussir cette mission d'orateur, quel que soit le domaine où on se trouve, qu'on soit politicien, qu'on soit pasteur, qu'on soit prêtre. Il faut tenir compte de l'auditoire des récepteurs à qui on s'adresse pour savoir dans quelle dose, dans quel menu il faut préparer. Quel niveau de langue utiliser. Quel niveau de langue utiliser, quel registre, dans quel registre il faut rester d'un moment à un autre pour pouvoir capter. De toute façon, nous allons revenir progressivement sur les astuces pour mieux prendre la parole. Mais une chose est sûre, que tout le monde se dise « je suis orateur ». Parce qu'une dame qui doit raconter sa journée à ses enfants et à son mari réunis en même temps, c'est de l'orature. Pas de l'orature comme littérature orale. Et donc, c'est de l'orature. Et si c'est le mari qui doit raconter un devoir, peut-être une situation congrue ou incongrue, une situation inhabituelle, c'est un orateur. Et même parfois, sur le plan fétichiste, celui qui doit enseigner aux autres, même pendant les moments d'initiation, c'est de l'oralité. C'est de l'art oratoire. Donc, quand on parle d'art, ça veut dire qu'il faut travailler cela. C'est en cela maintenant que nous allons inviter tout le monde. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ce proverbe congolais que nous utilisons le plus souvent ici dit que celui qui sait parler n'est jamais pauvre. Et donc, pour atteindre les objectifs de la vie, il faut... Et donc, vous avez décidé désormais de nous apprendre à parler en public. Et la première règle serait, nous sommes tous des orateurs. Donc, ça veut dire finalement qu'on l'a. C'est en nous. C'est en chacun d'entre nous. Chacun, quel que soit le contexte, quel que soit l'âge. On peut le travailler. Bien sûr. On peut devenir meilleur orateur qu'on ne l'est. Bien sûr. D'accord. Oui. Il suffit juste de s'exercer. Il suffit de s'exercer. Nous sommes nés orateurs. Oui, donc, attention, nés orateurs, c'est la liaison. Ce n'est pas nous sommes nés orateurs. Sacré Patrick. Et donc, il faut simplement chercher à charmer, à séduire dans cet art oratoire. Exactement. Ah, oui.
Allez, les autres règles, on les découvrira au fur et à mesure sur l'heure du français, évidemment. On passe maintenant à l'expression du jour. Oui, l'expression du jour. Elle dit la fête passée. Adieu le saint. La fête passée, adieu le saint. Alors, ça veut dire quoi déjà? D'abord, il faut commencer par dire que lorsqu'on dit adieu, ça veut dire, c'est synonyme de au revoir, mais un au revoir un peu plus long, ou bien au revoir définitif. Oui. Mais dans le midi de la France, parfois on dit au revoir juste pour dire bonjour. Et on dit adieu juste pour dire bonjour ou bien pour dire à tout à l'heure. Et donc, ça veut dire on se remet à Dieu, quelque part. Mais lorsqu'on dit la fête passée, adieu les saints, c'est pour dire que lorsqu'on célèbre un saint, aujourd'hui, eh bien, on ne va plus célébrer le même saint le lendemain. Non. Donc, ça fait peut-être dans un an ou bien après. Ça, c'est le premier niveau qu'il faut percevoir. Mais le sens véritable, c'est pour dire que lorsqu'on finit de jouir des bienfaits, de la générosité, de la bienveillance d'une personne, l'humaine condition a tendance à oublier et même à tomber dans l'ingratitude. Oui. Donc, c'est pourquoi on emploie cette expression lorsque on rencontre une personne à qui vous avez rendu service, énormément service, et cette personne devient vraiment ingrate, qui n'est pas reconnaissante, on peut dire, bon, la fête passée, adieu le saint. Oui. Donc, c'est pour dire que je reconnais cette ingratitude, ce manque de reconnaissance que vous manifestez à mon égard. Donc là, généralement, quand on finit, on a ce qu'on veut, eh bien, c'est comme de l'orange pressée et sucée, on jette la peau. D'accord. C'est donc, durant un divorce, un homme ou une femme peut dire à son partenaire, la fête passée, adieu les saints. Oui, si elle est brimée. C'est Si pas dans le c'est mensonge qu'il faut le dire. Mais il y a certains qui le disent dans le mensonge. Si vous sentez que vous avez été vraiment brimé et que l'autre a profité de vous, honteusement ou inhumainement, eh bien, on peut dire la fête passée, adieu le saint. Ou bien, par exemple, peut le dire, calme-toi, la fête passée, adieu le saint, on comprend. Une chose est sûre, un de perdu. Pour dire quel soulagement, quelle libération. Non, pas soulagement. Non, pas soulagement. En fait, ne t'en fais pas par rapport à son ingratitude. Oui. D'accord. Oui, il ne t'a pas reconnu que c'est toi qui l'as sorti de la boue, de la misère et de tout ce qui est galère pour le propulser dans le monde, dans un monde de paradis. Et aujourd'hui, il estime que tu n'es plus à sa hauteur et donc on peut te lâcher. D'accord. On peut le dire aussi à une femme, vice-versa, à qui vous avez tout donné, vous vous êtes sacrifié pour la protéger de toutes les façons que vous avez pu. Et il y a eu une situation professionnelle plus agréable pour elle. Elle prend de l'ascension. Les hommes supportent les femmes qui n'ont pas de boulot, qui n'avancent pas. Hein. Le contraire est difficile pour les femmes de supporter un homme qui a perdu son emploi. Mais on le fait quand même. Il y en a beaucoup qui le font. Heureusement que c'est ajouté quand même. Non, il y en a qui le font. C'est pas aisé. Bah écoutez, mais c'est pas aisé. Vous réclamez votre position de chef de famille. Donc, assumez jusqu'au bout. C'est ça. Voilà, assumez jusqu'au bout. C'est ça. Assumez jusqu'au bout. Allez, donc, voilà, la fête passée, adieu le saint. Donc, en deux mots. En deux mots, oui. Oui. Quand tu as fini de jouir de moi, tu m'as oublié, je reconnais, oui, enfin je constate. D'accord. Oui, quand on finit d'aider quelqu'un, la personne a souvent tendance à vous oublier, à oublier les bases. Très bien. Donc, allez, on passe maintenant à la pensée du jour. Elle est un peu plus longue que l'expression du jour et elle nous vient de Épicure, n'est-ce pas? Oui. Épicure, Doctrines et Maximes. Oui. Et ça dit ceci: si les dieux voulaient exaucer les vœux des mortels, il y a longtemps que la terre serait déserte, car les hommes demandent beaucoup de choses nuisibles au genre humain. Ça me fait marrer parce qu'une situation qui commence par si, ça veut dire que c'est juste une hypothèse. D'accord. Oui, heureusement.
Donc, souvent on prie, tout le monde prie dans tous les sens. Lorsque vous tombez en panne, vous avez une crevaison de moto ou de voiture. Ça veut dire quoi? Que le vulcanisateur a prié pour avoir des clients. Oui. Et celui qui a la morgue prie pour avoir de l'argent. Oui. Et celui qui travaille au cimetière prie pour avoir de l'essor. Et l'autre prie pour avoir la longévité. Alors vous voyez que toutes ces prières contradictoires, si Dieu devait exaucer toutes les prières, il n'aurait plus personne sur terre. C'est pour dire que les contradictions des humains sont patentes. Oui. On ne peut pas les refuser. Et donc, on ne peut plus accuser Dieu de ne pas exaucer toutes les prières, parce que s'il devait exaucer toutes nos prières pendant que l'autre est en train de souhaiter la mort ou bien la fin d'un régime, l'autre dit qu'il faut que ça se poursuive. Pendant que l'autre est en train de dire, bon, je veux être ceci, l'autre dit, je dois être cela. Donc, toujours les contradictions. Et donc, quand Épicure, qui, dans sa philosophie, aime le vivre, le vivre, le mieux vivre, dit que si les dieux voulaient exaucer les vœux des mortels, il y a longtemps que la terre serait déserte, car les hommes demandent beaucoup de choses nuisibles au genre humain. Ça veut dire que souvent nos prières, on ne les vérifie pas correctement avant de les formuler. Je prends l'exemple par exemple de Florence Koveltine dans Le jeu de la vie, qui rapporte qu'une dame serait allée la voir pour dire « Je veux nécessairement épouser tel homme ». Et elle lui dit « Mais il ne faut pas dire que tu veux épouser nécessairement AB. Dis, je veux épouser l'homme qui me convient ». Mais elle s'est entêtée, elle a commencé avec AB, et finalement elle s'est rendue compte que ça n'allait pas. Et c'est la recommandation que l'autre lui a faite qui a marché. Donc, ce qui signifie que parfois, nous ne savons même pas ce que nous voulons, ce qui nous convient, et on se jette dans la prière. Et c'est pourquoi on recommande souvent, on ne prie pas pour dire, je vais nécessairement épouser telle personne. On dit, si cette personne, mais convenable, mais prescriptible, ou prescrite par la nature, et bien que ça marche. Si je dois collaborer avec une personne, je ne dois pas dire, je vais nécessairement rester avec telle personne. Que la nature réponde et que les divinités répondent à nos vœux selon leur plan. Que je ne peux pas, qui reste souvent insondable. Donc Dieu ne peut pas exaucer toutes les prières, sinon il y a beaucoup de contradictions. Pendant que toi tu dis que tu veux vivre longtemps, l'autre prie pour dire il veut des morts au cimetière pour avoir de l'argent. Et pendant que tu dis je n'ai pas d'argent pour colmater mon pneu, l'autre prie pour dire pourvu que les clients viennent. Si les clients doivent venir, ils vont faire quoi? Quand tu dis ce véhicule que j'ai acheté, je veux passer 10 ans avant d'aller chez le mécano lui prie pour avoir des clients, ça veut dire quoi? Que tu sois en panne, etc. Donc il y a trop de contradictions sur la terre. Cela me rappelle un auteur qu'on a reçu ici qui a sorti un ouvrage dans lequel il y a un fabricant de cercueils qui est venu dans un village et il dit que c'est une histoire authentique, un village du nord du pays du septentrion. Et il est venu et dès qu'il est arrivé, on a commencé par avoir des décès. Les villageois se sont jetés sur lui. Et c'est authentique, ils se sont jetés sur lui pour le lyncher. Mais après sa mort, les morts n'ont pas arrêté. Ça a continué là. Donc, il dit, voilà, parfois on a des préjugés. Ces préjugés peuvent être un tout petit peu vérifiés, mais ce ne sont rien que des préjugés. Un vendeur de cercueil ne veut pas dire automatiquement que dès qu'il apparaît, tous ceux qui sont dans son entourage doivent mourir. Reconnaissez quand même qu'on a des raisons quand même. Voilà, dans ce village, on ne fabrique pas les cercueils avant le décès. D'accord, c'est après. C'est quand il y a un décès qu'on fabrique. Et lui, il est arrivé et puis il a commencé par fabriquer. Au début, il fabriquait, il cachait. Et puis, dès qu'il y a un décès, on vient pour le voir pour dire, ah, tu es menuisier. Et le cercueil est tout de suite disponible. Et petit à petit, il a commencé par montrer et puis par exposer. Et dès qu'il a commencé par exposer, les gens se sont dit, mais depuis qu'il expose, il y a plus de morts. Plus de morts dans le village. C'était une coïncidence malheureuse, mais bon.
Et il a été lynché pour ça. Et il est passé de vie à il n'y a pas de lien direct, mais il y a un proverbe qui dit c'est pas parce que j'ai la certitude qu'il va mourir un jour que j'irai me lier d'amitié avec le fossoyeur. Non. Allez, ce serait tout pour l'heure du français de ce jour, n'est-ce pas? Ce sera tout. Quelque chose d'autre à ajouter? Non, ça peut aller. Restons charmants. On a passé un charmant moment quand même. C'est le mot. C'est le mot à l'ordre du jour. Soyez charmants, comme nous l'avons été ce matin. Et enseignons à nos enfants à séduire dans chaque activité, chaque acte qu'ils posent. Parce que quand tu ne cherches pas à séduire, c'est que tu ne peux pas évoluer. Chercher à séduire, à plaire, à faire quelque chose qui puisse plaire, à faire quelque chose qui puisse être fascinant, être attirant, attractif, attrayant. Donc, poursuis, c'est pas tout. Attractif, attrayant. En votant. En votant. En sorcelant. En sorcelant. Bon, en fait, il faut en voter. Ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est de se démarquer du lot. Très bien. En étant original. Soyez atypique dans tout ce que vous faites. Voilà, ça vous permet de sortir du lot. Jean Fondé, merci. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir par ici tous les jeudis. C'est un plaisir partagé. On va vous souhaiter de passer une belle journée jupitérienne. Merci, merci. Et de rencontrer de charmantes personnes. Ah oui, surtout ça. Allez, Patrick Diossou, vous restez avec nous. Le débat, c'est dans un moment. Et mes débatteurs sont déjà là. On va parler d'un sujet assez intéressant quand même. L'addiction de nos jeunes aux paris sportifs. C'est de plus en plus courant. Et c'est, franchement, il faut le dire, sans détour. Ça détruit un peu la jeunesse aujourd'hui. Et ils sont de plus en plus jeunes à s'adonner à cette pratique. On va en parler dans un moment. Restez avec nous. Une parenthèse publicitaire, on se retrouve juste derrière. Bienvenue dans le forum de discussion de ce jour. On parle ce matin du cercle vicieux qu'est le pari sportif, un cercle dans lequel tombent bien de jeunes addicts à cette pratique. Et chose inquiétante, ils sont de plus en plus jeunes à s'adonner à cette pratique. Comment l'expliquer et comment sortir de ce piège? Le débat du jour se penche sur la question. Pour en parler, nous avons Anselme Dossa. Bonjour. Bonjour. Monsieur Dossa, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Chers téléspectateurs. Vous êtes psychologue. Oui. Vous nous direz un peu ce matin ce qui se passe dans la tête de nos jeunes addicts, n'est-ce pas, au jeu, pour être plus global, plus général. Okay. Allez, Justine Oviera, bonjour. Bonjour, Madame Rachidat, Monsieur Diossou, et ma téléspectateur, bonjour. Coach de l'entrepreneuriat, vous êtes, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et Patrick Diossou, journaliste spécialiste des questions liées à l'éducation. Merci, Patrick Diossou. Alors, Monsieur Dossa. Oui. Comment on explique, est-ce que déjà vous avez fait ce constat qu'ils sont de plus en plus jeunes, n'est-ce pas, à jouer, à parier? Oui. C'est un constat vrai? Je confirme que le constat est là. Oui. Et j'ajoute que ce ne sont pas seulement des jeunes. Oui. Et c'est toutes les personnes jeunes, et que ce soit des hommes, des femmes, même des parents, donc des chefs de ménage. Tout le monde peut y passer. D'accord. Allez, qui c'est qui a déjà joué une fois sur ce plateau? Patrick Diossou? Jouer? Oui. Faire un pari sportif, par exemple, ou gratter à la loterie? Non, un pari sportif, non. Gratter à la loterie de temps à autre, mais ça fait quand même... Qui sait, peut-être que la chance pourra... Oui, on le fait en se disant, qui sait? Oui, ça fait... Ça pourrait être le grand jour. Oui, parce que de temps à autre, on a envie de jouer pour voir ce que ça peut donner de temps à autre. Mais c'est l'addiction qui est le phénomène à crier, à décrier. L'addiction en toute chose, de toute façon. Et vous, Justine Oviera? Oui, pendant que je me rappelle que lorsque j'étais enfant, ma grand-mère, de regretter mémoire, m'offrait ses tickets. Quand je suis bien serviable à elle pour m'encourager, me faire plaisir,
Lorsque le vendeur parle, elle dit, viens vendre un à mon petit-fils. Mais déjà, puisque nous en parlons, intéressons-nous aux causes, les motivations qui peuvent pousser un être humain jeune, adulte. Monsieur Dossa vient bien de le dire, ce n'est pas un cas anglais spécifiquement vers les jeunes, même les adultes le font. Ouais. Il y a 6 rôles, 6 causes majeures. La première, c'est d'abord parce que c'est un jeu. On veut se distraire, on veut s'amuser, on veut se faire plaisir. Deuxième, c'est d'abord le rêve que cela nourrit. Le rêve d'être riche, le rêve de gagner de l'argent, le rêve de partir au moins avec quelque chose. Deuxième chose. Troisième chose, c'est l'illusion de contrôle qu'on pense avoir. Vous verrez des gens qui vont vous dire, moi souvent c'est la date de naissance de mon petit garçon qui me porte chance. C'est le jour de naissance de ma mère. Vous voyez, donc il y a toujours une combinaison. On pense, en réalité ce n'est qu'une illusion. Vous voyez, mais la quatrième raison, on se dit, mais après tout on ne perd rien. Parce que même si je ne gagne pas le gros lot, il y a au moins les lots de consolation. Il y a au moins les lots de consolation. Au pire des cas, on me renouvelle un ticket. Donc, d'une manière ou d'une autre, on estime que l'investissement de 300, 500 000 francs est amorti d'une manière ou d'une autre. Je finirai lorsque j'aurai parlé de ce vouloir de gagner, se voir gagnant. Donc, il y a ce sentiment un peu de challenge. Parce que vous êtes 3, 4, donc ça entretient un certain challenge entre les hommes. On se dit, bon, yes, toi tu as gagné, je vais te ravir la vedette, tu verras. Donc ça crée une petite compétition. Donc voilà les raisons principales selon moi qui poussent des humains. Alors ce n'est pas pour mettre, on va dire, du sable dans le hacheké de qui que ce soit. Non, pas du tout, il faut le dire, c'est un phénomène social devenu aujourd'hui un fléau. Monsieur Dossa, Justine Oviera a déjà commencé à énumérer quelques raisons qui peuvent pousser les jeunes ou même les adultes, n'est-ce pas, à s'adonner à cette pratique. Y a-t-il d'autres raisons? Je dirais, pour ajouter à ce que M. Justine Oviera a dit, que déjà quand on dit une addiction, c'est déjà qu'on est en train d'évoquer un trouble, un problème, une maladie réelle. Parce que le jeu, habituellement, fait partie des éléments d'épanouissement de l'être humain. Donc on ne reprocherait à qui que ce soit de s'adonner à un jeu, à un loisir. Mais lorsqu'on parle d'addiction, on est déjà en présence d'une situation qui porte atteinte à la santé de l'individu. Et donc à ce niveau déjà, il y a des symptômes, il y a des éléments spécifiques pour reconnaître que l'individu déjà a un problème. Donc a un problème au jeu. Un problème de jeu. Et nous pouvons dire par exemple, pour reconnaître ces éléments, lorsque vous pensez de plus en plus au jeu dans une journée, c'est évocateur. Lorsque vous y consacrez de plus en plus de temps et d'argent, c'est évocateur. Lorsque vous jouez pour rattraper vos pertes, c'est évocateur. Et lorsque vous jouez, quand bien même vous n'avez pas les moyens, et tous ces éléments prouvent à suffisance que vous avez un problème de jeu. Alors, pour faire un petit récap, à la base, c'est un plaisir. À la base, c'est un loisir. C'est un loisir, mais pas les jeux d'argent. Parce que derrière les jeux d'argent, automatiquement, nous avons une récompense à avoir. Donc l'individu ne fait pas un jeu d'argent pour le loisir de le faire. Et c'est parce qu'au début, cela commence comme un amusement et inoffensif. Mais plus tard, ça devient une maladie, une addiction, une dépendance, et une compulsion. On est complètement obnubilé par la chose, une obsession, c'est le mot que je cherchais, une obsession dangereuse. Ça devient plus tard une obsession dangereuse. Et nous verrons plus tard, si le temps le permet, les éléments qui dévoilent une addiction chez un individu. Comment on peut identifier, comment on peut détecter qu'on est passé, qu'on a franchi, on va dire, une certaine limite. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Lorsqu'on perd le contrôle totalement. Et vous, en tant que psychologue, vous en recevez, non des cas de personnes addictes. Puisque le problème existe, c'est normal que des spécialités soient également là pour apporter, je dirais, une santé à ces personnes, puisqu'on parle de maladie.
Et nous avons toutes les catégories de psychologues qui, aujourd'hui, se penchent sur la situation au Bénin et qui font de leur mieux pour apporter un rétablissement à ces individus qui, malheureusement, se retrouvent piégés parce que c'est une maladie. Une addiction est une maladie. Donc, ce n'est pas qu'aujourd'hui, on va leur dire qu'ils ont été fautifs ou qu'ils font du mal à quelqu'un, puisque déjà la chose porte atteinte à leur propre intégrité et ruine, détruit carrément leur vie. Donc c'est une maladie et comme on le fait, on apporte l'individu à l'hôpital et on le soigne. Nous aurions dû avoir un invité sur ce plateau, un invité témoin on va dire, hein, pour nous raconter un peu ce par quoi il est passé. Mais pour des raisons on va dire professionnelles, il n'a pu être des nôtres ce matin. Toutefois nous allons tenter de le joindre, hein, pour qu'il partage avec nous son expérience de la pratique, on va dire, des jeux. Alors, on va l'appeler peut-être pour les besoins. On va l'appeler Fléol. Bonjour Fléol. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Nous allons très bien et vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, Fléol, oui, madame. vous avez commencé à jouer, vous m'avez dit, très jeune, n'est-ce pas? Oui. Et environ 3 ans, oui. Il y a environ 3 ans, d'accord. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Non. Ça ne s'est pas arrêté vraiment. Hein. J'arrive à le faire par moment, mais du coup, je le prends toujours. D'accord. Alors, comment ça a commencé, Fléol? Comment ça a commencé le jeu? Comment ça a commencé? Est-ce que c'est un ami? Comment vous avez découvert le jeu? C'est juste pas les amis. C'est entre nous. Un jour, un ami nous a proposé ça. Il a dit que lui, il a l'habitude de jouer à un jeu. Oui. Et comme ça, on a commencé par lui faire jouer avec lui d'abord. Sur son téléphone, finalement, nous-mêmes, moi, j'ai eu l'application sur mon téléphone. Et comme ça a commencé. D'accord. J'ai commencé par jouer. Et vous avez commencé par miser de petites sommes, après de grandes sommes. Racontez-nous un peu votre expérience avec ce jeu-là. J'ai commencé par miser par des petites sommes et que souvent je gagnais. Et j'ai dit, bon, si c'est ça, si avec les petites sommes je gagne, il faut que je commence aussi par miser avec des grandes sommes. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais quand je dis grandes sommes, c'est pas grand chez moi, hein, c'est les 10 000 et c'est 1-2 fois j'ai misé jusqu'à 50 000, sinon je ne sais jamais aller dans la barre des 5 000, des 100 000 ou bien des millions comme les autres le font. Hein. Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'en avez pas les moyens? Si vous en aviez eu, vous auriez pu franchir la limite des 50 000, n'est-ce pas? Bon, ça peut, les moyens, oui, mais si on veut vraiment, il y a des gens qui s'endettent pour le faire. Il y a des gens qui s'endettent pour le faire. Donc, moi-même aussi, je pourrais toutefois prendre ce chemin d'endettement, mais là, je ne l'ai pas fait. Mais vous m'avez confié que c'est une véritable drogue pour vous. Vous n'arrivez plus du tout à vous en passer. Oui, aujourd'hui, je peux dire que le paris sportif, c'est comme une addiction pour moi, parce que franchement, je me suis déjà donné l'ultimatum d'arrêter. Et il y avait un moment, j'ai arrêté vraiment, mais pas juste pendant un laps de temps. J'ai encore installé l'application et je continue par jouer. D'accord. Mais avec modération, bien sûr. D'accord. Mais vous avez envie d'arrêter ou pas? J'ai bien envie d'arrêter. Le problème, c'est quoi? Quand tu es passionné du foot... Pourquoi vous avez envie d'arrêter? Parce que vous m'avez confié quand même qu'il vous est arrivé à vous aussi de franchir des limites. Il vous est arrivé parfois de vous endetter pour ça. Oui, m'endetter, mais pas aller prendre l'argent de quelqu'un d'autre. Hein. Je vous ai expliqué que l'endettement chez moi, c'est comme si c'est mon propre argent destiné à faire autre chose. D'accord. Mais du coup, tu le prends et tu dis bon, et tu peux toutefois multiplier ça et tu fais des mises et puis ça passe. Ça passe à côté, quoi. Ça ne passe pas. Et puis bon, on peut appeler ça l'endettement. Alors, pourquoi vous voulez arrêter aujourd'hui? Dites-nous. En fait, on doit arrêter parce que parfois, on a tendance, qu'on dépend de ça.
Et non seulement ça, tu es obligé d'aller suivre les matchs tout le temps, tu es obligé d'aller fouiller pour voir les matchs pirates. C'est que tu connais pratiquement tous les championnats, tout le temps tu es en train de fouiller pour voir si tel championnat joue tant. Et c'est pratiquement comme un travail. Et si tu ne sais pas faire ça, tu prends encore plus de temps que ce que tu fais professionnellement pour gagner de l'argent. Et on est contre-productif du coup au boulot, c'est ça? Oui. Des fois, tu arrêtes le boulot pour voir rapidement si à telle heure, il n'y a pas tel match et tout ça là. Vous comprenez un peu? C'est de ça que je parle. Alors, quelle est la plus grosse somme que vous avez déjà eu à gagner? Pas moi seul, avec un ami, un jour, nous avons gagné 2 50 000. Combien? On a gagné une fois 2 50 000. Mais c'était avec un ami, c'était pas seul. Très bien. Alors, si vous devriez, par exemple, donner des conseils à ceux qui nous regardent, aux jeunes, qu'est-ce que vous leur diriez? À la base, pour vous aussi, c'était un loisir. C'était juste pour on peut dire c'est un loisir, mais c'est pas très bon, surtout aux jeunes aujourd'hui qui s'adonnent à ça, parce qu'il y a des gens qui s'adonnent à ça. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne font plus pratiquement rien et qui s'adonnent tout le temps à ça. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien parce que plus tu t'adonnes et plus les risques sont grands et je sais pas, tu as envie d'aller forcément trouver de l'argent, quels que soient les moyens. Vous comprenez un peu? Ouais. Et puis, je sais pas, tu peux toutefois avoir tendance de voler les parents à la maison ou bien de créer une situation pour avoir forcément de l'argent. Donc, dans ce cas, c'est pas... si tout le monde peut avoir l'idée de jouer, mais avec modération, comme on le fait souvent sur l'application, quand tu rentres dedans, on te dit de jouer professionnellement, mais surtout avec modération. D'accord. Yeah. Très bien. Merci Fléol, merci pour ce témoignage. On vous souhaite un bon séjour à Lokossa. Ok, merci à vous, madame. Merci. Alors, monsieur le psychologue, on a écouté notre sujet témoin ce matin, c'est tentant. On commence, il le dit, la plus grosse somme qu'il ait gagnée, c'est 2 50 000. Juste en misant avec un pote, avec un ami, c'est très tentant quand même. C'est ça la part. Et c'est surtout parce que là, tout de suite, quand je calcule mon salaire, je me dis en combien de mois je pourrais avoir 2 50 000, plus de 2 millions et quelques. C'est tentant, donc c'est ça la part. C'est ça la part. D'accord. Effectivement, c'est ça la part. En réalité, pourquoi nous parlons d'addiction? Il est devenu addict et il a suivi le même processus que la plupart, ce que nous décrivons. C'est un phénomène qui vous installe dans une spirale de jeu pathologique. Et vous n'avez vraiment pas la possibilité de vous en défaire et vous perdez complètement le contrôle. Il y a une intrusion de cette idée d'aller jouer, d'aller vous mettre au parfum de toutes les compétitions sportives qui sont en cours et dès que vous franchissez ce pas d'avoir l'information, une autre intrusion dans votre esprit vous dit maintenant que tu sais et tu connais tel club et vous avez des commandes internes au niveau du psychisme qui vous donnent maintenant encore la possibilité de faire un autre pas et de pas en pas, vous passez à l'action et in fine, vous regrettez d'avoir perdu toute la journée à le faire. Donc, ce n'est qu'un appât. Et il y a également un dérèglement au niveau du système cérébral. Et donc des neurotransmetteurs et qui permettent à l'individu d'avoir une récompense, une sorte de récompense cérébrale. Et ce sont ces neurotransmetteurs de plaisir, du bien-être que les individus recherchent chaque fois. Et c'est ça qui crée l'addiction. On prend par exemple le cas de l'endomorphine et qui est l'hormone de bien-être et de plaisir. Et donc, vous voyez tous ceux qui sont amateurs du football, par exemple. Ça se secrète chez ces personnes. Et donc, vous êtes tranquille, mais vous avez envie de revivre cette même joie, l'euphorie, et ça vous plonge à rechercher la chaîne sur laquelle on diffuse un match ou autre compétition sportive. Donc, voyez un peu la dépendance. Et je vais encore un peu plus loin pour dire que lorsque nous évoquons cette addiction, je vous assure tout, les proches s'épuisent en cherchant à conseiller ces individus. Ne le faites jamais. Ah oui? Ne le faites jamais. Vous n'êtes pas professionnel.
Vous allez... Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Conduisez-les plutôt vers des structures ou vers des personnes compétentes, des spécialistes qui vont vous permettre d'aider cette personne qui est maintenant dans l'addiction. Parce que ce qui se passe est très grave. Et vous n'avez pas idée. C'est-à-dire, cette hormone va jusqu'à vous faire oublier les pertes. Donc, les moments difficiles, ça se comporte comme, comment on appelle, des antalgiques. D'accord. Donc, ça efface complètement la douleur des pertes et ça ne laisse que dans vos mémoires le souvenir des gains. Vous voyez, d'où la dépendance. Et donc, si vous êtes à côté de ces personnes, vous êtes soit la famille, vous êtes soit le parent, vous êtes soit l'ami. Il ne faut surtout pas jouer au donneur de leçons. Ne cherchez pas à vous investir dedans parce que c'est énergivore. D'accord. C'est complètement énergivore et vous ne pourrez pas avoir la patience nécessaire chaque fois de revoir cet ami, ce parent, replonger à nouveau. In fine, vous allez vous en séparer, le cœur meurtri. D'accord. Patrick, vous piaffiez d'impatience de prendre la parole depuis... Oui, parce que son témoignage m'a rappelé que j'ai vécu certaines situations. Quand je dis j'ai vécu, pas moi-même addict, mais j'ai eu un voisin qui avait un enfant très affecté par ça. Et j'ai eu un autre voisin qui était lui aussi affecté. C'est d'ailleurs ce qui m'a, moi aussi, c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à initier ce débat. Vous imaginez tout juste 13 ans, mais déjà il parie. Oui. C'est fou, quoi. Alors, le jeune voisin était tellement addict que son père ne savait pas qu'il séchait totalement les cours pour pouvoir y assister. Et malheureusement, je ne veux pas appeler de nom d'établissement, mais le contact entre l'établissement et la maison n'était pas très rigoureux, de telle manière qu'il arrivait à influencer même son professeur permanent, son professeur principal, c'est plutôt l'expression, parce que il arrivait à lui glisser certaines choses et le professeur n'affichait pas, enfin ne déclarait pas qu'il était absent tout le temps. Donc il a réussi à corrompre une bonne partie de l'administration et il allait jouer. Donc, quand il va jouer, il retourne à la maison comme s'il était allé au cours, comme s'il était allé travailler au cours. Il revient et il a de l'argent pour pouvoir corrompre. Et c'est parce qu'il a, à la fin de l'année, le résultat n'était pas bien que le père a voulu... L'année qui a précédé, le résultat était négatif. Et le père a dit, bon, c'est pas grave, tu reprends l'année, il n'y a pas de problème. Il a été compréhensif. L'enfant qui avait réussi déjà à corrompre ses répétiteurs aussi. À ce point, il a réussi, il est allé jusqu'au bout. Et en fin de compte, le père a dit, bon, ce n'est pas grave, tu reprends. Mais c'est quand il reprenait encore l'année que le père s'est énervé pour commencer par chercher à savoir. Et là, on s'est rendu compte qu'il a installé tout un système. Tout un système. Et il allait jouer tranquillement. Et tout le monde était à ses soins parce que ce qu'il gagnait, ça lui permettait de régler. Et les gens, on l'appelait même... C'était le petit boss. Voilà, c'est même l'expression. Le boss. Boss, c'est lui le boss. Mais quand il vient à la maison, quand le père est là, il est toujours le plus doux, le plus innocent possible. Le voisin qui a eu ce problème, sa femme et lui se sont séparés, enfin lui et sa femme et lui se sont séparés parce que il avait gagné quelque chose qui lui avait permis d'un seul coup de remplacer tout ce qu'il avait comme mobilier, tout et tout. Et puis il a commencé par investir tout ce qu'il gagnait. Lui, il était un charpentier. D'accord. Donc, tout ce qu'il gagnait là, comme marché, il investissait. Et à un moment donné, il avait pris un gros marché où il devait faire une charpente assez élevée. Il a pris le gros marché, il a investi et il a tout perdu. Et pour pouvoir compenser tout, il a commencé par demander à sa femme ce qu'elle avait comme revenu. Il a vidé totalement, mais il n'a pas pu renflouer la caisse pour pouvoir. Et
on l'a mis aux arrêts. Et la femme est partie. D'accord. Voilà. Des exemples du genre, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a qui sont tellement friands de jeux de hasard qu'ils misent même leur salaire. Oui. Moi, il y a ce cas de la femme d'un frère qui, en cachette, misait les petits sous que lui donnait son mari. Et donc, le mari l'a découvert un jour, tout furieux. Il a pété, il a pété un câble. Il ne comprenait pas. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a un soupo. Oui, mais c'est sérieux. Elle dit, il y a un soupo. Elle a voulu, en fait, elle se dit, ça pourrait marcher. Et elle confie même que de temps en temps, il lui arrivait de gagner de petites sommes et autres. Et ça contribuait à garder la maison, alors que le monsieur l'ignorait complètement. Et j'ai même vu aussi des parents qui jouaient avec leurs enfants. Moi, j'ai vu une maman qui jouait, qui pariait. Parce qu'elle-même, c'est une fan de foot. Elle aime bien le foot, donc elle pariait avec son enfant. Justine Oviera. Oui, maintenant, Rachidat, vous savez, si nous parlons de ce sujet, c'est d'abord par la faiblesse de la maîtrise de soi. Oui. La démesure. Parce que de vrai, c'est l'être humain qui pervertit, qui extravertit tout ce qui est sain. Wow. De base, jouer à un jeu, c'est sain, c'est bon, c'est encourageant. Oui. Parce que même dans notre démarche d'occupation journalière, on nous dit ayez des temps pour vous occuper avec des jeux, des temps de... Non, c'est l'abus qu'on en fait. De vrai, à un moment donné, ce jeu qui doit être appris des passe-temps commence par nous posséder. Avec ce qu'on a comme appât, comme gain, on ne voit plus le temps, on n'évalue plus le temps qu'on y consacre. Finalement, on se consacre au superficiel, on se consacre à la distraction, au divertissement, au point d'oublier l'essentiel. Aussi, dirais-je, de vrai, c'est nous les coachs qui disons, mais quand vous nourrissez une passion pour quelque chose, trouvez les façons, les moyens, les voies pour commencer par la monnayer, cette passion. Et donc, si tu aimes le foot, tu as l'habitude de suivre les matchs un peu partout, mais c'est positif de dire, bon, écoute, tu y consacres tellement du temps, mais commence pas à jouer ne serait qu'une fois, commence pas à parier ne serait qu'une fois, au moins tu vas rentabiliser le temps que tu consacres au foot, au match. C'est positif, c'est bien. Mais quand ça tombe dans l'abus, c'est ça que nous décroyons, c'est ça que nous dénonçons. Ça nous vole de notre temps, et pire, pour être anglais sur les jeunes, aujourd'hui, nous avons beaucoup de challenges. Nous sommes attendus sur beaucoup de chantiers, nous les jeunes. Et si un jeu commence par nous prendre énormément du temps, à un moment donné, mais nous perdons en productivité, nous perdons en compétences, nous perdons en investissement sur soi, travail sur soi. Donc ça nous prend du temps, mais ça développe des vices. N'oublions pas, à l'écoute du témoignage de M. Fléol, oui. ça peut lui arriver de s'endetter. De s'endetter, mais qui parle d'endettement, parle de quoi? Parle du stress, parle de tout ce que cela comporte comme charge émotionnelle. Ça peut nous conduire au vol. À un moment donné, pour te soulager, pour te sentir bien à la fin de ta journée, il faut que tu ailles dans une salle de jeu, mais tu n'as pas les sous, tu prends l'argent, tu extrais frauduleusement l'argent de ton père, de ta mère, ou même de ton époux, de ton époux. Et nous a parlé... de mineurs jouent à l'insu de leurs parents. À l'insu, vous voyez? Mais finalement, il a si bien dit, cela devient comme un travail. Parce que ça vous occupe en temps, vous espérez un revenu. Mais M. Dossa parlait d'appât. Et effectivement, ce n'est qu'un appât. Lorsque M. Fléol dit que par chance, il a eu à gagner au moins 2,50 millions une fois, mais certains vont jusqu'à 5 millions, 10 millions. Mais pourquoi, malgré ces revenus, malgré ces lots qu'ils gagnent, mais dans leur quotidien, on ne voit pas le changement. Ce qu'ils ignorent, tout revenu obtenu magiquement disparaît aussi magiquement. Est-ce que c'est vraiment magiquement Oui, mais nous parlons de jeu de hasard. Ce que tu gagnes de façon hasardeuse, un jour, tu vas perdre ça de façon hasardeuse également. Parce que l'esprit n'est pas prêt
n'est pas préparé pour recevoir 2 millions. Ton esprit n'est pas préparé pour recevoir 10 millions. Et subitement, tu joues à un jeu, on te donne 10 millions, et tu as gagné 10 millions, tu as gagné 5 millions. Donc, pour retrouver ton équilibre, pour retrouver ta stabilité d'avant, tu es obligé de t'en débarrasser. Et là, on trouvera des gens qui diront, mon Dieu m'a fait du bien, je vais donner 2 millions à l'église, ma femme m'a aidé, je vais lui donner 3 millions. Et ils dilapident les fonds dans l'unique souci de retrouver leur équilibre, leur stabilité antérieure. Et donc, même quand nous parlons de ça, donne de l'argent, on gagne des revenus, mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà autant d'éléments sur lesquels nous devons réfléchir et conclure en disant que les paris ne sont pas mauvais, mais il faut de la mesure pour ne pas tomber dans la démesure. Monsieur Dossa, il y a tellement de groupes WhatsApp aujourd'hui créés pour ces différents paris. Il y en a tellement et sans contrôle aucun. On ne cherche même pas à savoir quel âge tu as et tout. Il faut juste y accéder. Et c'est aussi une réalité qu'il est très facile d'y entrer, mais difficile de sortir, n'est-ce pas? C'est le principe, c'est le principe de toute activité à but lucratif. C'est ça, c'est le principe de toute activité à but lucratif. Et n'oubliez pas que c'est une entreprise pour ces firmes qui installent ces types de jeux. Et une entreprise se veut être, comment on appelle, gagnante. Donc, elle n'est pas installée... À la recherche du profit. Elle n'est pas installée pour perdre. Et c'est ce que les parents devraient normalement avoir l'idée et éduquer leurs enfants pour les préserver de ces phénomènes. Et moi, je dirais que il faut repartir au début. C'est à l'avènement de l'Internet et surtout des smartphones que la situation a été complètement, comment on appelle, démocratisée. Parce que vous avez votre smartphone, même pour télécharger un document Word, vous avez des publicités de ces comment on appelle, plateformes de jeux en ligne que vous ne pouvez pas éviter d'avoir. Donc, tant que la publicité ne termine pas, vous n'avez pas accès à votre document pour le lire des fois. Oui, allez-y. Non, allez-y. Mais il m'arrive aussi de tomber sur ces différentes applications. Alors, pourquoi moi je ne clique pas là-dessus? Pourquoi je ne l'installe pas? Mais lui, par exemple, il le fait. J'en viens. Donc, c'est juste pour dire, aujourd'hui, la chose a été démocratisée. Donc, même si le parent a dormi à la maison, s'est levé, est parti au service, son enfant qui a un smartphone reçoit cette application. Et donc, s'il a des prédispositions, c'est la deuxième partie. S'il a des prédispositions, il y a des facteurs de risque à son niveau, facilement, lui, il passera à l'action. C'est quoi ces prédispositions? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a les vides affectifs. Et donc, l'individu qui se sent complètement seul et qui ne se sent pas aimé par ses parents, peut dire, bon, pour me détendre. Je comble le vide. Et du moment où ça produit des hormones de plaisir et de bien-être, c'est ça qui crée l'addiction. Donc, l'individu ne s'en rend pas compte de ce qui s'opère à l'intérieur de lui. La neurochimie l'a expliqué. La neuropsychologie également l'a expliqué. Plusieurs études ont donné les éléments de la biochimie qui s'opère en l'individu qui est en mouvement dans ce sens. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a le suivisme, toujours lié au problème psycho-affectif. On veut faire comme... Donc, on a des copains et on a un copain qui est soit le leader du groupe et qui a cette tendance à influencer tout le groupe. On veut lui ressembler. Donc, si on a un problème d'adolescence, facilement, on peut dire nos parents ne sont plus les modèles pour nous à copier. Donc, cet individu devient le modèle idéal. Quand il y a des conflits conjugaux à la maison où ça crée de la distance entre les partenaires, déjà que les smartphones, l'écran crée une addiction, aujourd'hui, ça divise les individus. Au lieu de nous mettre en société, en rester pour partager la chaleur familiale, non. Vous allez dans une structure en attente, vous verrez chacun sur son téléphone
Et on ne s'adresse même pas le bonjour. Oui, même pas le bonjour. On ne change même pas. Alors que peut-être celui qui est à côté peut être dans un secteur dont j'aurais besoin demain. Ouais. Et j'ai eu l'opportunité de le croiser dans cette structure-là. Mais on est sur le téléphone. Donc, cette difficulté, ce conflit conjugal qui a divisé les partenaires, crée maintenant le vide. Et l'individu, sur son smartphone, va dire, je vais me distraire un tout petit peu. Et quand on dit, il y a tellement de choses, de prédispositions. Il y a aussi l'ambition. Hein. Avant d'aller à l'ambition, il y a ce qu'on appelle les problèmes au niveau de l'estime de soi. Lorsque l'individu complètement a perdu le sens d'estime de soi, cet individu va rechercher à travers quelque chose pour compenser. Et le matériel peut être le choix parfait. Vous comprenez? Oui. Donc, il faut avoir suffisamment de matériel pour combler ce vide, ce complexe d'infériorité. Lorsque, par exemple, quelqu'un vous lâche, vous êtes en relation amoureuse, et quelqu'un vous lâche. Pour une déception? Pour une déception, ou c'est une femme qui maintenant est avec un homme qui a plus de moyens que vous. Vous avez entendu tout à l'heure ce qu'on appelle le challenge. Oui. L'autre individu peut se sentir aussi rabaissé. Elle vous a déjà laissé, non? Elle vous a déjà laissé, mais vous allez dire, elle va regretter quand elle me verra demain. Vous comprenez? Ouais. Et si vous avez de mauvaises fréquentations, cela devient alors un facteur de risque. Si vous n'avez pas de mauvaises fréquentations, vous allez vous en sortir. Un autre facteur de risque qui n'est pas négligeable, il faut aussi le dire, c'est le fait que l'individu ait l'ambition démesurée. Et ça, aujourd'hui, que ce soit l'environnement, que ce soit tout ce qui est commercial aujourd'hui, la musique aussi est dedans. Les jeunes artistes ne font que chanter l'argent. Les jeunes artistes ne font que chanter l'argent. Si j'ai l'argent, j'ai tout. Et ça fait une inhibition au niveau cérébral du goût des études. Les jeunes se disent, quand on finit les études, on n'a rien au bout du fil. Il y a tellement de facteurs de risque. Donc, il vaut mieux que je me cherche, je peux avoir l'argent et les études, je m'en passe. Oui. N'oubliez pas la cybercriminalité qui a été vraiment un gros problème qui a secoué l'équilibre de la société. Donc, ça a complètement obnubilé les jeunes. Ça donne l'illusion totale. Et on se dit devenir riche. Voilà, donc la paresse naît chez ces jeunes et ils ne veulent plus être endurants, ils ne veulent plus faire d'efforts pour gagner leur vie. Ils veulent la facilité. Donc autant de choses. Et le plus grave, c'est la pauvreté, comme vous l'avez dit. La pauvreté est un facteur de risque majeur. Parce que la pauvreté peut même amener l'individu à la solitude. Quand il voit qu'il est incapable. Finalement, son âge avance. On l'oblige à avoir une femme. Et là, cette femme, il ne s'en sort pas, elle se moque de lui. Il y a tellement de facteurs de risque, madame. Franchement, quand on vous écoute, on se dit, il y a tellement d'individus qui pourraient succomber à cela. Hein, parce que quand on écoute, parce que finalement, oui, heureusement que nous avons une éducation. Parce qu'il faut le dire, quand je vous entends, je me dis finalement notre société aussi nous conditionne à tomber dans ce piège. Parce que malheureusement, nous vivons dans une société qui fait la part belle à celui qui a de l'argent. Exactement. Ça fait que quand vous n'en avez pas, voilà, vous n'êtes pas considéré. Parfois, oui. C'est pour ça qu'on a évoqué les prédispositions. Si vous n'en avez pas, et vous avez vécu dans une famille où on vous a nourri suffisamment d'affection et vous êtes équilibré, vous avez votre équilibre psycho-affectif, franchement, quelqu'un qui en a plus que vous ne va même pas, comment on appelle, vous ébranler. Alors finalement, c'est un danger pour la jeunesse, il faut le dire. C'est un danger pour la jeunesse. C'est un vrai danger. Oui. Et si vous permettez, on peut évoquer les éléments qui dévoilent l'addiction. D'accord. Allez-y. C'est vous l'expert, c'est vous le spécialiste. Alors, les éléments qui dévoilent l'addiction, il y a d'abord le fait de cacher. De cacher le secret de ses habitudes de jeu. Oui. Et dans ça, l'individu soit il cache ou il ment sur le montant qu'il investit. Oui. Deuxièmement, il y a le fait que l'individu n'arrive plus à gérer ses habitudes
de jeu. Oui. Et donc, il a perdu déjà le contrôle à ce niveau. Oui. Vous voyez, il n'a plus la possibilité. Quand il s'y met, il n'arrive plus à s'arrêter jusqu'à ce que le dernier centime soit dépensé. Wow. Vous voyez, donc il y a ça qui dévoile complètement que l'individu est addict. D'accord. Troisième élément, il y a le fait que l'individu, il joue quand bien même il n'a pas d'argent. Oui. Et donc, dans sa tête, il y a une forte envie incessante qui le pousse à aller s'endetter. Oui. S'endetter, s'endetter et s'endetter. Toujours cette illusion de... S'endetter. Je pourrais gagner. Non, sous l'influence maintenant hormonale qui lui dit, non, ce que tu as gagné la dernière fois, si tu te donnes davantage, tu vas davantage gagner. Oui. Et vu qu'il y avait déjà des facteurs de risque qui t'ont déjà fait mordre à la patte, oui, tu continues. Quatrième élément, et vous ne vous rendez pas compte, mais quand l'environnement immédiat commence par vous dire ce qui se passe n'est pas bon, le déni vous fait maintenir dans la dépendance, oui, dans l'addiction. Ça devrait créer le déclic, non? Mais c'est là, à ce niveau, que la famille commence par chercher de l'aide. C'est à partir de ce moment qu'il faut chercher de l'aide. Cinquième élément, votre vie professionnelle passe au second plan. Ouais. Et vous devenez contre-productif. Et vous devenez contre-productif. Et des fois, vous êtes tenté même de prendre l'argent de la société pour aller investir, histoire de récupérer les pertes. Oui. Vous voyez, et dans cette volonté de récupérer, on s'enlise. On s'enlise davantage. De plus en plus. On s'enlise complètement. Et ça, c'est sans contrôler, sans évoquer le stress, le niveau du stress qui est lié au height et tout le reste. Et dernièrement, qu'est-ce qui se passe à la fin qui vous installe dans la spirale? C'est que vous recherchez l'euphorie. L'euphorie que vous éprouvez quand vous êtes dans le jeu. Oui. Et là, vous êtes déconnecté de tout le monde. Même si on vous a aidé hier à régler la facture, la recherche de ce sentiment de l'euphorie qui était en vous poussera demain à dire non, je veux ressentir cette même sensation. Voilà les éléments qui dévoilent. C'est en tout cas très édifiant, hein? C'est très édifiant. Donc, ce que nous recevons, nous savons là, parce que, nous savons diagnostiquer et nous nous mettons en même temps dans le processus pour aider la personne à se remettre. C'est dommage, c'est un piège infernal, c'est un cercle vicieux dans lequel il faut pas tomber, pas tomber. Patrick Gyossou, quand on on parlait d'éducation tout à l'heure, et cela m'a rappelé que parfois même déjà à la maison, certaines petites habitudes vous poussent à aller vers ces jeux. Je me souviens du système de tombola. Exactement. Avec les petites... les ballons de baudruche ou... Enfin, c'est un petit système où on gratte. On écrit d'abord les noms. Sur ça, on paie. Puis la personne qui fait la tombola fait le tour des maisons, des paquets de maisons et revient après pour donner le résultat. Il y a certaines dames qui se sont habituées à cela et qui ont donné cette habitude à leurs enfants. Et donc, quand ces enfants se retrouvent en situation de is-bet ou de jeu, tout ce qui est jeu d'argent. Tout ce qui est jeu d'argent, facilement, ils y vont. Parce qu'ils sont déjà habitués dès la maison à voir ça et on réussit, on gagne de petites choses, on gagne de grandes choses, mais des pagnes, etc. Très bien. Donc ces jeux, la tombola aussi, c'est un jeu qui peut pousser vers les jeux sportifs, vers les paris sportifs. Et ça, c'est un danger. Donc, il faut voir comment, déjà à partir de la maison, régler ce problème. Ne pas pousser les enfants à... Il faut montrer aux enfants que c'est à force de travailler qu'on gagne. Tout à fait. Qu'on gagne, que c'est dans le travail qu'on a... oui, Justino? Non, j'aimerais juste, vous savez, en 2010, il y a eu le scandale financier, je ne vais pas rappeler le nom de ce scandale, ici, il y avait eu un ministre de la République qui est encore aux affaires, vous verrez certainement de qui je vais parler, qui dit que lui, il n'a jamais joué, il n'a jamais gratté un ticket, il n'a jamais joué à un jeu du hasard. Et vous voyez, ce scandale que nous avions eu il y a quelques années n'est que la conséquence du phénomène que nous dénonçons. Parce qu'il y a trois
éléments majeurs qu'il faut retenir. Le manque émotionnel, c'est ce que le psychologue appelait tout à l'heure le vide affectif. Donc, on se dit que là-bas, il y a un milieu social, il y a des connaissances, je retrouve des amis là-bas. Et si je découvre, je fais la rencontre d'un ami dans une salle de jeu, ça m'amène pour le revoir d'être toujours régulier. Sinon, on dit, ah, mais je ne te vois plus. Ah oui, c'est le boulot. Non, ça, c'est déjà le vide affectif. Mais il y a également le problème économique. Lorsque nous pensons que sur un an, on ne peut jamais gagner 2 50 000 et subitement, à la faveur d'un seul jeu, je gagne 2 50 000, mais dis donc, c'est tant en raison de plus pour continuer. Mais il faudrait qu'on garde en amont la lucidité suivant laquelle tout ce qu'on gagne de façon hasardeuse, on la perd toujours de façon hasardeuse. 1. 2. Il faut investir de sens, ce que le doyen Jérôme Carlos Momento appelait la notion d'effort. La notion d'effort. Ce que vous gagnez sans effort, il n'y a pas le soin. Il n'y a pas l'intérêt. D'accord. Et troisième chose, pour finir, c'est également l'éducation qu'on donne. Et vous ne l'avez pas fait, parce que ça ne rentre pas dans votre modèle de succès. Ça ne rentre pas dans votre modèle économique pour dire que je vais devenir riche. Donc il faut d'abord également implémenter cette voie, cette dynamique. À son enfant, on dit, ça ne rentre pas dans notre modèle de succès. Si ton oncle a de l'argent en gagnant à un jeu, c'est normal que cela soit un modèle et pas effet de reflet. Tu peux dire un jour, je vais commencer par le faire parce que tu as ce modèle dans ton entourage, dans ta famille. D'accord. Sujet très intéressant. En tout cas, les conséquences sont énormes. Hein. Bien sûr. Les conséquences sont énormes. On en cite, oui. Ça, il y a des conséquences d'abord au niveau des finances. Ouais. Il y a des conséquences au niveau social. Il y a des conséquences, la perte des amis et consorts. Hein. Il y a des conséquences au niveau familial. Le conjoint peut vous abandonner, les enfants. Parce que vous avez tout misé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a des conséquences, comme on appelle, au niveau personnel. Votre être est complètement détruit. Vous êtes brisé. Vous êtes complètement brisé en 1000 morceaux et vous perdez tout. Et il y a des conséquences au plan professionnel. Si c'est un cas de vol, on va vous enfermer et vous devenez divorcé social et tout. Heureusement, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a des spécialistes, heureusement. Et donc oui, la bonne nouvelle, c'est que on en guérit, bien sûr. Bien sûr, c'est tout un processus et nous exhortons toujours les accompagnateurs de ces personnes qui sont tombées et qui deviennent addictes, d'être patients parce que c'est un long processus. Un long processus. Parce qu'il y a des cas où l'individu a un passif lourd et vous ne pouvez pas, malgré la bonne foi. Il faut traiter le problème à la racine. Vous devez chercher à régler le passif d'abord. D'accord. Il y a des problèmes psychologiques, psycho-affectifs, qui prédisposent l'individu. Il faut aussi régler ces parallèles avant maintenant de se pencher réellement sur le phénomène. Donc, il y en a qui peuvent penser que nous venons, mais on n'a pas encore senti que notre individu n'a pas retrouvé son équilibre. Donc, c'est tout un processus. Et nous travaillons ensemble, collégialement, avec tous les corps de psychologie pour réaliser le miracle pour ces personnes. Et il se réalise, bien sûr, pas? Dans certains cas, nous avons le succès. Finalement, est-ce qu'on devient même riche en pariant? Finalement, c'est une illusion de richesse. Ça a été toujours une illusion. Oui, c'est une illusion. Parce que votre mémoire garde le montant gagné. Et quand vous faites des pertes, vous oubliez les pertes. C'est hallucinant. Et c'est même un montant que vous réinvestissez en jouant. Vous réinvestissez. Et c'est pour ça qu'on dit, ceux qui ont conçu ces types de jeux, franchement, ils ont réfléchi pour, je ne veux pas dire le mot. Parce qu'ils se font beaucoup d'argent. Hein. Je ne veux pas dire le mot, mais c'est la société qui en souffre. D'accord. L'absence d'éducation financière qui cause la malgestion même de ce qu'on gagne à l'issue de ces jeux. Voilà également des problèmes qu'il faut évoquer. Voilà, le spécialiste l'a dit, c'est une thérapie qui se fait en plusieurs étapes, avec beaucoup de patience. On y arrive et je pense que... il faut aussi que dans nos cellules familiales, on soit davantage plus présent, plus à l'écoute. Il faut qu'on suive les enfants parce que c'est vite fait en fait.
les fréquentations de vos enfants peuvent les influencer. Donc, du coup, ça déraille. Donc, du coup, ça fait vraiment des dégâts. Et nous avons voulu en parler ce matin pour une prise de conscience, on va dire, collective, parce que quand des mineurs en viennent à parier, ça pousse à réfléchir. Et j'espère que tout au long de ce débat, vous avez eu quand même des éléments qui vous permettent, n'est-ce pas, de checker autour de vous, de voir autour de vous si vos enfants ont des prédispositions à ce type de jeu-là. Merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. Les spécialistes sont là pour nous aider, vous le savez évidemment. Il n'y a pas de honte aujourd'hui à aller voir un psychologue, non. La société évolue avec elle. Il y a tellement de choses qui se développent et ils sont là pour nous aider. Merci, Patrick Diossou. Oui, merci, Rachida Biomaman. Merci pour ce sujet. Merci, Justine Vieira. Merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet d'intérêt et il faudrait que nous en prenions conscience pour ne pas tomber dans les conséquences. Anselme Dossa, vous avez le mot de la fin? Je dirais, pour finir, une petite histoire. Oui. Et un enfant qui a développé cette addiction et qui a eu un comportement extraordinaire. Il va vers une détentrice de cabine, Mobile Money, oui. Et il demande à la dame de lui envoyer 200 000. La dame lui envoie 200 000. Oui. Sur le coup, il parie. La dame réclame son argent. Il dit, il attend le gain. Bon. C'est sérieux? Je suis sincère. C'est pas une farce, là? Non, je suis sincère. Et le gain est venu? Quel gain? Merci de nous avoir suivis. C'est mon mot de fin. Allez, à demain, toujours sur 5-7 matin, Plaisir. avec d'autres thématiques, d'autres invités. Toujours un moment convivial à passer à nos côtés. Merci à toute l'équipe de réalisation. Timothée Ronton à la réalisation. Évidemment, Bruno Roteco à la prise de son. Stanislas Tonapa à l'infographie. Benjamin Denayan à la caméra. Je n'oublie pas William Adéagbo. Allez, merci de nous avoir suivis et à demain.